Merci à vous pour l'invitation, monsieur le directeur, mesdames, messieurs. D'abord, nous aussi, un remerciement pour cette invitation et cette opportunité de parler de ce sujet qui est central. Monsieur Brochet, monsieur le directeur, vous nous le rappelez souvent. Un grand merci à madame Collado et monsieur Trintignac. On s'est vu déjà depuis 2 semaines pour préparer cette réunion et on a eu des échanges qui étaient très riches. Merci à nos collègues de Maurice et du Maroc, puisqu'on a travaillé ensemble et on s'est coordonnés sur cette action. Et vous l'avez rappelé, monsieur le directeur aussi, merci, puisqu'on est ici, l'équipe de direction, à parler de cette question-là. On ne pourrait pas le faire sans nos enseignants qui, au quotidien, et nos enseignants ici à Jakarta sont à la mesure des enseignants du réseau impliqués sur cette question-là et impliqués auparavant et appliquée à distance. Vous avez 3 images ici, l'image à gauche d'une enseignante de physique qui fait un cours aux élèves de SP de terminale. Vous avez ici notre meilleur élève en premier plan et puis ses camarades de classe de primaire. Et puis à droite, vous avez une enseignante de maternelle qui anime une séance avec ses élèves. Et plus particulièrement ici au lycée de Jakarta, nous avons 2 excellents référents à école inclusive, Marine Lambert pour le premier degré et José Gallardo pour le second degré. Et donc, on va exposer des choses et des éléments qui correspondent au lycée, mais ils en sont en grande partie aussi les artisans. Notre plan, en tout cas l'entrée qui était la nôtre, c'était celle de dire quelle est la place, puisque la problématique était celle des élèves à besoins éducatifs particuliers dans l'enseignement à distance. Et c'est vrai que je ne sais pas si nous avons le record mondial, mais en tout cas, nous sommes en distanciel depuis le 16 mars 2020. Et nous n'avons pas réouvert depuis, pas pour un jour de cours, et nous serons en distanciel a priori jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il y a une perspective de réouverture en septembre, a priori, après la campagne vaccinale. Mais tout ça pour dire qu'on est en distanciel depuis maintenant un moment certain, en tout cas un moment important. Donc c'est à ce titre qu'on intervient. L'entrée à nous, l'entrée qui était la nôtre, c'était celle de dire comment se place cette question des élèves à besoins éducatifs particuliers dans l'enseignement à distance. Et le premier élément a été de dire, a été la question du pilotage. On a souvent tendance à dire et à percevoir la question des élèves à besoins éducatifs particuliers comme une charge supplémentaire, quelque chose qui soit supplétif. Que faut-il faire de plus au quotidien pour les prendre en charge? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Qu'est-ce qu'il faut, vous voyez, tous les éléments qui ont tendance à présenter de manière peut-être négative cette question-là. Peut-être que l'entrée, elle peut être différente et pour nous, l'enseignement à distance a été l'occasion de créer une opportunité. C'est-à-dire que si on part des élèves à besoins éducatifs particuliers, qu'est-ce que cette question peut apporter à tout le monde? Et quelles questions on s'est posées pour les élèves à besoins éducatifs particuliers pour arriver aux autres? Je vous passe une petite vidéo. Pour faire l'école à la maison, il faut me connecter ici. Et il faut appuyer ici, à bas. Maintenant, il faut choisir une classe. Et ce matin, j'ai mis Julie. Je clique sur la classe, j'ai mis Julie. Je clique ici. Et CPA Julie. Et là, j'attends que ça charge et je mets mon micro. Et voilà comment on se connecte. Bye bye. Voilà. Donc, c'est une petite élève de CP qui nous a montré comment accéder à finalement son école à la maison. Pourquoi cette vidéo? C'est un peu pour se dire qu'est-ce que pour un enfant a besoin éducatif particulier, la question elle est générale, quel est le chemin d'accès à l'école à la maison, mais de manière générale, quel est l'accès au savoir, l'accès aux apprentissages, etc. Et on est tous d'accord que pour un élève à besoin éducatif particulier, mais finalement pour tous les autres élèves, ce qu'il faut privilégier, un accès simple et sécurisé. Ça veut dire que s'il y a besoin de faire 3 clics supplémentaires pour arriver à la ressource, il faut éliminer la proposition. Il faut que l'accès soit intuitif, ergonomique. On peut dire aussi qu'il soit facile. Il faut qu'il soit individualisé et qu'il soit personnalisé. J'y reviendrai ensuite.
Et donc, c'est ces éléments-là, partant de la réflexion, quels sont les besoins prioritaires pour un élève à besoin spécifique, on arrive à ces conclusions. Ça, ce sont des images de la maternelle, en haut à gauche, élémentaire et au lycée, d'un accès qui soit intuitif et personnalisé, on l'a dit, et qui soit ergonomique. Là, vous avez des accès et des espaces de cours, et chaque élève a un accès différent. À la fois, la coquille est la même, mais l'entrée est différente. L'outil qui est présenté ici, c'est Moodle. Pour ceux qui connaissent, il est utilisé dans les universités. C'est aussi l'outil qui est Magister. Il est gratuit, c'est une ressource libre. Et c'est celui qui a été utilisé notamment pour ces raisons-là. Il faut aussi que toutes les ressources soient centralisées. Ça veut dire qu'on a une plateforme unique avec des ressources qui soient multiples. On l'a dit, s'il faut 3 clics à un élève pour arriver à une ressource qui peut être extraordinaire pour aider l'élève à besoin éducatifs particuliers ou pour tout autre élève, il faut éliminer parce que vous êtes déjà au départ sur une dimension qui ne permet pas d'avoir un accès qui soit simplifié. Si vous devez faire un identifiant, une page supplémentaire dans votre navigateur, ce sont des outils qui sont des obstacles à l'accès à la ressource et il faut l'éliminer. Et donc, notre principe partant de là, c'est que pour tous les élèves dont les élèves ont besoin éducatifs particuliers, il y a une seule entrée qui soit unique et la même pour tous. Elle est la même pour tous au sens général, elle est la même également pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Il faut aussi que, quand on parlait d'individualisation, que les accès soient restreints. On disait, si vous dites à un élève, quand vous faites donner une consigne dans la classe, eh bien, pour toi en particulier, eh bien, il faudra aller sur tel outil. Si pour toi, il faudra appuyer sur telle partie du clavier, eh bien, vous pouvez avoir une attitude stigmatisante. Il faut que le suivi soit personnalisé. Là aussi, on l'a vu avant sur l'outil d'espace unique, il faut que l'accès à la séance d'orthophonie, il faut que l'accès au psychologue ou à la professeure de FLE soit sur le même espace. Pour lui, ça ne change rien. Ça veut dire qu'il rentre sur l'espace unique et ensuite, son espace individuel, personnalisé, apparaît. On pense aussi aux élèves qui sont précoces. Ça veut dire que si on leur permet l'accès à une ressource particulière, elle apparaîtra de manière individualisée, etc. Vous voyez, le principe, il est décliné comme ça sur cette question-là. Ça permet aussi de garder le contact. Ça veut dire que cet outil permet de créer des forums, des espaces d'échange intra- et infra-espaces. Et les feedbacks, Michael Issette, le directeur, y reviendra, il faut là aussi qu'ils soient personnalisés. Les emplois du temps, là aussi, c'était une recherche d'équilibre et la question des élèves à besoins éducatifs particuliers nous l'a rappelé. Ça veut dire qu'ils ont des séances particulières, il faut que cela soit pensé dans le cadre commun des emplois du temps. C'est tout l'équilibre, là ici on le met, entre enjeux individuels et enjeux collectifs. C'est comment ces élèves qui parfois ont des temps particuliers ou des éléments particuliers de feedback à rendre aux élèves, c'est l'idée de temps asynchrone, soit implémenté dans les temps synchrones. C'est aussi dans la dimension de pilotage la question de ce que l'on faisait avant et ce que l'on fait pendant l'enseignement à distance. Et là, il faut mettre au cœur de nos pratiques, des conseils des maîtres, des conseils pédagogiques, la question de la formalisation. Les PPRE, les PPS ou les PAP, tout ça doit être formalisé en format numérique. C'est s'appuyer sur ces instances pour arriver à ce que le suivi des élèves et la formalisation, on a sur l'année en cours sollicité la MDPH, en l'occurrence c'est celle de Montpellier, on a travaillé avec les familles sur des outils d'enseignement que vous connaissez, de visio, mais qui sont encore plus prégnants pour nous. Encore une fois, on est à 100% distanciel depuis maintenant, on a fêté nos 1 an il y a quelques jours, et ces questions-là, dans l'enseignement à distance, sont primordiales. Il me reste maintenant à dire, finalement, avant de passer à la deuxième partie, à dire que cette question-là, elle est au centre au terme de pilotage, mais elle doit se traduire par des outils qui sont et qui permettent de faire vivre la différenciation. Et Michael Issette, notre excellent directeur du primaire, va vous présenter cette partie d'enseignement à distance. Bonsoir à toutes et tous. J'essaie de continuer sans perdre trop de temps sur la présentation, vous m'en excuserez. Donc, effectivement, tout ce que M. Wally décrivait doit se traduire par des pratiques, et puisque nous sommes en enseignement à distance, également par des outils.
L'un des premiers enjeux pour l'école a été de trouver un moyen de pallier l'éloignement imposé par ce contexte. Ce moyen, ça a été de créer du feedback. Le feedback nécessaire au professeur pour enseigner et le feedback également nécessaire à l'élève pour apprendre. Cette question est longtemps restée comme un enjeu méthodologique important pour l'ensemble des établissements. Comment faire pour supprimer les obstacles que représentent tous ces mails envoyés, ces pièces jointes à imprimer, ces allers-retours entre l'école et la maison, l'utilisation de diverses plateformes, des photocopies, etc. Ça a été un véritable questionnement et un véritable enjeu. Je vais vous montrer une courte vidéo d'un outil que nous avons développé, intégré à notre NT Moodle, qui nous a permis justement de relever cet enjeu et d'éviter des obstacles pour l'ensemble des élèves et en particulier pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Cette vidéo est de vous montrer comment tirer profit de l'interface devoir de Moodle pour corriger des travaux d'élèves. Dans ce contexte, la copie que vous voyez ici a été remise par l'élève après avoir été scannée ou photographiée. Cette copie est présentée dans une partie. De l'autre côté de la fenêtre, vous pouvez observer en fait des choses relatives à la gestion des différents devoirs. Il vous est aussi possible de naviguer d'élève en élève de votre classe via cette partie-là. Concernant l'annotation de la copie, vous avez différents outils ici qui vont vous permettre d'annoter la copie. Par exemple, il vous sera possible de surligner une partie de la copie sur laquelle vous souhaitez porter une attention particulière. Il vous sera possible aussi de valider certaines étapes de calcul ou éventuellement de signaler une erreur de calcul à un endroit donné. En cas d'erreur, il vous est possible de modifier vos annotations. Une fois que cette copie a été correctement annotée, il vous est possible de faire un commentaire de la copie. Commenter une copie pouvant être assez long, je vous recommande d'utiliser cet outil, l'outil enregistreur de son, qui vous permettra d'enregistrer votre commentaire et ainsi de fournir un feedback très détaillé à l'élève. Donc, vous imaginez en voyant cet outil et cet enseignant qui explique son utilité, vous imaginez aisément l'intérêt que cela peut avoir pour des élèves à besoins éducatifs particuliers dans une situation d'école à distance. Puisque, en effet, grâce à cet outil, l'élève bénéficie d'un suivi personnalisé, d'un suivi précis, et l'enseignant peut se positionner ainsi en tant que coach qui maintient la motivation, l'engagement et qui valorise tous les efforts et toute la progression de l'élève. Donc ça a été vraiment quelque chose de très appréciable. Sur cette diapo, vous voyez aussi d'autres sortes d'outils numériques qui ont été développés pour continuer à développer et à favoriser l'apprentissage coopératif. Continuer à apprendre ensemble malgré l'éloignement en maintenant un sentiment d'appartenance, tout cela afin de rompre l'isolement. Donc, que ce soit la possibilité de travailler en groupe sur des Zoom ou des BBB ou toutes les plateformes de visio qui existent, ça permet de privilégier les interactions langagières et l'apprentissage coopératif. Tous les murs coopératifs qui existent dans les divers outils numériques qui nous permettent d'apprendre ensemble, ou encore cet outil numérique que nous avons découvert et que nous utilisons vraiment constamment, qui s'appelle ClassKick, qui est un système d'ardoise numérique qui permet d'interagir en direct et qui remplace quelque part en classe le moment où l'enseignant demande aux élèves d'ouvrir les cahiers et l'enseignant peut passer auprès de ses élèves et leur permettre de les encourager, de rectifier le tir si besoin en était. Donc ça, ce sont vraiment des outils qui nous ont permis de maintenir le contact et de ne pas perdre, encore une fois, les élèves les plus fragiles et d'aider les autres à continuer de progresser normalement. Voilà, on se rend compte qu'en réalité, M. Walil disait tout à l'heure, cette question des élèves à besoins éducatifs particuliers nous amène toujours à questionner nos pratiques d'enseignement, ce qui représente un réel moteur vers l'efficience pédagogique. En quelque sorte, l'enseignement à distance a joué ce même rôle de moteur. Le questionnement sur l'efficacité de nos gestes s'est imposé de manière très explicite et nous a permis de réactiver quelques fondamentaux que je cite ici.
C'est une liste non exhaustive, mais la scénarisation précise et explicite d'une séance d'enseignement, des séances rythmées pour susciter l'engagement, s'appuyer sur la langue maternelle pour tous les élèves allophones que nous avons dans notre réseau, utiliser des supports variés, reformuler les consignes, les écrire également, le feedback direct qui est un levier très, très important, favoriser les productions langagières, le travail coopératif. Tout ça, ce sont des choses que nous connaissions, mais que l'EAD a remis vraiment au cœur de nos pratiques, parce que ça s'imposait pour tous. Donc, pour terminer, quelle montée en compétences suite à cet épisode d'enseignement à distance? Enfin, je ne dirais pas suite parce que malheureusement, nous sommes encore dedans, mais nous sommes déjà sur des éléments de réflexion. On est conscient que cette situation est contraignante, mais nous avons le sentiment quand même d'avoir progressé collectivement face à ça. Un des premiers enseignements, c'est probablement celui sur la place de l'outil numérique, viser une meilleure intégration des TIS dans nos pratiques afin d'aller vers une école inclusive. Nous pensons que suite à cet épisode, nous nous sommes rendus compte que l'outil numérique vraiment peut nous aider à ça, peut nous aider à mieux adapter, peut nous aider à jouer sur la motivation et l'engagement des élèves en proposant des supports riches et variés, peut nous aider à mieux coopérer, à améliorer le lien entre l'école et la maison, à favoriser l'autonomie des élèves et du même coup leurs compétences socio-comportementales. Donc cet enjeu de l'outil numérique, qui est un enjeu sur lequel nous nous interrogeons depuis longtemps, c'est vraiment caractérisé durant cet enseignement à distance. La question de l'évaluation, je l'évoquais tout à l'heure, l'enseignement à distance nous a réappris, je dirais, parce qu'on le savait déjà, mais l'a appris au plus grand nombre, qu'une évaluation ne peut plus se contenter d'être une évaluation sommative, une note à l'entête d'une copie. À distance, ce n'était pas possible. Mais en réalité, en présentiel, l'évaluation ne devait pas se limiter à ça également. Et nous espérons vraiment que suite à cette expérimentation, chaque enseignant saura utiliser l'évaluation différemment, une évaluation qui se veut au service des apprentissages, une évaluation qui soit positive, une évaluation qui valorise la progression de l'ensemble des élèves et notamment des élèves à besoins éducatifs particuliers, une évaluation qui se fasse au fil de l'eau en cours d'apprentissage, basée sur l'oral, sur l'écrit, sur l'observation, voilà. Toutes sortes d'évaluations qui viennent enrichir nos pratiques et qui viennent soutenir le progrès de chacun et notamment des plus fragiles. Enfin, sur la question des pratiques pédagogiques, je le citais avant, sur tous les gestes sur lesquels nous pensons avoir progressé. Globalement, c'est ce que disait M. Wally au début. Nous pensons vraiment à l'issue d'un an d'enseignement à distance que tenter de répondre collectivement aux besoins éducatifs particuliers des élèves nous permet d'actionner les leviers efficients pour l'amélioration de nos pratiques. Et donc, globalement, l'entrée par les élèves à besoins éducatifs particuliers permet à chacun de progresser, aux enseignants dans leurs pratiques et à chacun des élèves d'aller plus loin dans leurs apprentissages. Voilà pour l'expérience de Jakarta.